Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne sais pas vous, mais moi, dès que j'entends les mots de République ou de valeur de la République, j'ai des nausées et j'éprouve un très vif dégoût intérieur. Car je pense immédiatement à l'imposture satanique que cachent ces mots. La République est née dans le mensonge et dans le crime, dans le sang, et elle tient cela de son père, qui est le prince de ce monde, c'est Jésus qui nous le dit, qui est le diable, qui est le menteur et l'homicide depuis le commencement. Mais pour le saisir, il suffit de considérer les circonstances donc de sa naissance, parce que c'est quand même important, c'est là où il y a tout le patrimoine génétique dans une naissance. Eh bien, la République est née dans le sang du roi martyr chrétien. Avec la mort du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793, il ne s'agit pas d'un roi assassiné parce qu'on conteste sa personne, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, de puissance ou d'argent, ou comme cela l'histoire a pu en comporter. Il s'agissait par cette mort de Louis XVI de supprimer le droit divin sur terre, la civilisation chrétienne. Le vrai moteur de la Révolution n'a pas été d'ordre sociologique ou économique, mais il a été d'abord et avant tout d'ordre idéologique, qui a ensuite su instrumentaliser les mécontentements et les ambitions, bien sûr, l'économie et la sociologie ont joué à ce moment-là, mais en tant que moyen. Le moteur était idéologique. Et l'idéologie qui a prévalu à tous ces bouleversements est celle de la maçonnerie. De la révolution, du renversement de Dieu qui prend la place de l'homme, de Satan qui chasse Dieu sur terre dans ses conquêtes. En 1789, donc, tout cela s'est fait sur le territoire français. La franc-maçonnerie comptait à l'époque 900 loges et plus de 40 000 membres, issus de l'aristocratie, de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie et malheureusement même du clergé. Malgré l'excommunication fulminée depuis 1738, donc 50 ans avant, 40 ans avant, par le pape Clément XII. Ce ne sera pas l'objet de notre propos, mais il faut quand même réaliser que Louis XVI a sa part de responsabilité dans les malheurs de la France, que la noblesse a une grave part, que le clergé a une grave part. Il n'y a pas que les méchants, et les méchants n'arrivent pas à régner comme ça tout d'un coup. C'est parce que ceux qui devaient être à leur poste n'ont pas été à leur poste au moment voulu. Mais laissez cela. En tout cas, il faut quand même saisir que Louis XVI était humainement d'un caractère profondément bon, peut-être même parfois faible, on le verra. Mais il était très bon de caractère. Mais il était mal formé, surtout au début, et dans une certaine mesure, il avait adopté les idées démocrates, les idées nouvelles, des Lumières du temps. Il a même commis plusieurs fautes graves, certaines faiblesses. Durant le début de la Révolution, il ne voulait pas, quand le pape a condamné la constitution schismatique du clergé en France, Louis XVI, conseillé par deux évêques, ces deux conseillers, a passé outre. Là, il y a une faute évidemment grave, un parjure de certaine manière. Mais avec le temps, il va ouvrir les yeux. Trop tard, certes, pour enrayer la Révolution, mais suffisamment pour devenir un roi martyr. Et redevenir donc fidèle à son serment de sacre, où il devait être roi chrétien, c'est-à-dire protéger son peuple dans ses vrais intérêts, en protégeant la religion, la vraie religion, la religion chrétienne. Quelques rappels avant d'en venir à son martyr. Nous sommes en novembre 1791. Les prêtres réfractaires, donc ceux qui refusent de jurer, de se soumettre au schisme voulu par la Révolution, la République, enfin par la Révolution tout d'abord, eh bien ces prêtres réfractaires sont mis hors la loi par les révolutionnaires. Mais il y a le veto du roi qui va bloquer cette décision. Ce veto, dans la logique même du système de l'époque, était tout à fait légal. La Constitution le lui permettait. Donc il n'avait en rien, entre guillemets, outrepassé les droits que lui avait concédés la Révolution. Mais si c'était légal, c'était inacceptable pour l'idéologie maçonnique. Donc, quand c'est inacceptable pour l'idéologie maçonnique, le légal est mis à la trappe. C'est classique. Le légal, c'est un leurre. Car quand les ennemis ne sont pas contents de la légalité, ils passent à l'illégalité. Après, ils reviennent, après le pouvoir, ils reviennent dire attention, la légalité, c'est important. Donc la Révolution avance, et donc
crée un mouvement de contestation qui est le 10 août 1792, où les révolutionnaires vont arrêter le roi. La famille royale est donc depuis prisonnière au Temple. Malgré la déchéance du roi politique, eh bien, la majorité des Français restent attachés à la royauté. Seule une toute petite minorité, active et extrémiste, veut la République, et elle va tout faire pour parvenir à ses fins en prenant le pouvoir de l'État, eh bien, par des élections qui seront truquées dès l'origine. C'est une grande farce, les élections. Alors, pour intimider les électeurs, eh bien, il y a des patrouilles jacobines, ce sont les antifascistes de l'époque, si vous voulez, qui sont là pour casser et pour impressionner et pour faire la terreur. Donc des patrouilles jacobines qui vont massacrer à Paris durant septembre. Danton écrivait: c'est dans Paris qu'il faut se maintenir par tous les moyens. Les républicains sont une minorité infime, et pour combattre, nous ne pouvons compter que sur eux. Le reste de la France est attaché à la royauté. Il faut faire peur aux royalistes. Il faut taper. Voilà. Ils vont taper. Les révolutionnaires vont ensuite changer les lois électorales en leur faveur, en rendant illégitime la plupart de leurs opposants par des fictions légales, en confisquant aussi la presse royaliste. La Commune a même poussé l'Assemblée à rejeter le scrutin secret au profit de l'appel nominal et du vote à haute voix. Donc pas de secret, on va savoir ce que tu dis, ce que tu penses, avec toutes les répressions qui vont aller derrière. C'est ça, c'est dans cette ambiance-là qu'on a voté. Donc le vote aura donc sous le regard menaçant des plus extrémistes, qui vont voir si tu lèves la main ou si tu lèves pas la main. Et donc c'est ainsi que ces 6000 extrémistes, ces 6000 jacobins, vont imposer leur volonté aux 700 000 Parisiens. C'est ça la République. C'est ça, vive la démocratie et vive la maçonnerie. Et ce sera le même jeu dans les départements. Sur les 7 millions inscrits, il n'y aura que 600 000 électeurs qui ont voté en raison de ces circonstances et de la peur. Et ceux qui voteront entre guillemets dans le bon sens. Le 21 septembre 1792, la Convention se réunit en la salle du manège des Tuileries et décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. Le terme de république ne sera inséré au procès-verbal que le lendemain. Le calendrier donc est maintenant daté du l'an 1er 1792, en premier de la liberté, disent-ils. Tout cela fut décidé par tout au plus les 2/5 des membres. Et donc devant cette illégalité qui était criante, devant une situation aussi fragile politiquement, puisqu'il était abus sur abus avait produit cet état de fait, eh bien une seule solution, c'est de s'imposer pour empêcher tout retour en arrière. Il fallait mettre à mort le principe monarchique en assassinant le roi et sa famille. D'où cette idée de procès qui va germer chez les révolutionnaires. Il faut faire un procès au roi pour le condamner à mort. On ne peut pas faire appel au peuple français qui, selon les novateurs, eh bien, était souverain. C'était le peuple au peuple de décider. Mais là encore, quand on sait que le peuple va mal décider, eh bien, on ne le fait pas voter. On le court-circuite. Quand le vote va dans le bon sens, on dit que le peuple est bon, et quand il va dans le mauvais sens, c'est du populisme. C'est pas bien. Il faut revoter. Souvenez-vous du traité de Maastricht. Le peuple souverain a dit non, et un an plus tard, Sarkozy et les députés disent oui. C'est la logique républicaine. La légalité est un leurre. Alors, quand on parle du procès de Louis XVI, il faut mettre bien sûr des guillemets, puisque c'était irrégularité sur irrégularité, abus sur abus. Il n'y a eu que des apparences et même pas les apparences. Voici comment, pour vous donner une idée de l'ambiance, eh bien, comment les députés républicains comparaient le roi dans leur discours qui préparait ses procès. Je ne cite pas les noms, mais je pourrais donner. C'était dans la Drôme, c'était dans la Moselle, chaque député y allait. Et voici comment il désignait le roi Louis XVI, qui, si vous l'avez un peu lu, était vraiment d'une bonté évidente. Un homme profondément bon. Donc le député de la Drôme l'appelle un tigre. Un autre l'appelle une bête à exterminer. Une bête à exterminer au plus tôt. C'est rapide. Un crocodile couronné. Un autre l'appelle le monstre. Un autre l'appelle un monstre social. Un autre un monstre sanguinaire couvert du sang de mes frères. Et un autre un rhinocéros. Un rhinocéros haletant de la soif du sang.
Donc vous voyez, on est dans un discours complètement passionné et de propagande. Un autre jacobin de Moulins écrit, écoutez cela, ça résume toute la logique républicaine. Tuer un homme, c'est un crime. Oui, c'est des humanistes. Tuer un homme, c'est un crime. Mais Capet, le roi Louis XVI, Capet ne doit pas être regardé comme un homme. Il est à croire que sa mère a eu commerce avec quelques bêtes féroces. Donc, c'est pas un homme, donc on peut l'abattre. Et toute l'épuration après la guerre, où les communistes ont tenu les mêmes langages, c'est pas un homme, ce sont pas des hommes, il faut les épurer. À Nuremberg, les Allemands, c'était pas des hommes, il fallait toujours cette même logique satanique de mensonge qui se finit pour justifier un crime. On parle, dès le 26 octobre, donc de guillotiner toute la famille du ci-devant roi. Donc famille qui, selon un député, est issue d'une race dégénérée. Et remarquez-le, les judéo-bolcheviks n'ont pas fait autre chose en 1917, avec la famille du tsar qui a été supprimée le même jour dans la même pièce. Chacun une balle dans la tête, à bout portant. Enfin, pas à bout portant, mais ils ont exécuté les 4 filles, le petit-fils, le petit-enfant, tous. C'est la même logique. Saint-Just, le député Saint-Just, déclare que la royauté, il était plus logique, lui, est un crime éternel contre lequel tout homme a le droit de s'élever. Il allait au principe. Et Robespierre qualifie Louis XVI de criminel contre l'humanité. Et ça commence déjà. Là, le concept a été lancé. Louis XVI est un criminel envers l'humanité. Ça ne veut rien dire. Écoutez ce que disait Robespierre, c'est très instructif. Voici comment il parlait à l'Assemblée constituante. Louis XVI ne peut pas être jugé. Il est déjà condamné. Proposer de faire le procès de Louis XVI, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel. C'est une idée contre-révolutionnaire. Car c'est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être l'objet d'un procès, il peut être absous. Il est peut-être innocent, que dis-je, il est présumé l'être, jusqu'à ce qu'on le juge. Mais si Louis est absous, si Louis est présumé innocent, que devient la révolution? Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie, la République, vive. C'est clair. Et c'est juste. C'est logique. Ça manifeste toute l'imposture de la République. Donc c'est vrai, c'est clair, Louis XVI est roi, il mérite donc la mort. Et par ce discours, on voit bien que Robespierre est le grand-père de tous les terroristes modernes. Ceux qui ont fait la révolution bolchevique se sont inspirés de lui. Et dans la logique, tout est là. La logique révolutionnaire et terroriste est dans Robespierre. Et elle est dans la République française. Là encore, vive la démocratie, vive la République et vive la tolérance nationale. Il y a dans le procès...